Clyde est ingénieur, sa fille a suivi ses traces et lui a fait un bracelet, et elle en fait maintenant un pour sa mère. La femme de Clyde lui demande d'ouvrir la porte. Lorsqu'il le fait, il est renversé et 2 cambrioleurs pénètrent dans la maison. Ils attachent les mains de Clyde et dévalisent la maison. L'un des voleurs, Darby, dit « Vous ne pouvez pas lutter contre le destin » et poignarde Clyde. Clyde est contraint d'assister au viol et au meurtre de sa femme et, lorsque sa jeune fille arrive, même elle n'échappe pas à ce destin. Nick, procureur de carrière, parle à son collègue de l'affaire de Clyde. L'affaire a dégénéré la nuit dernière parce qu'un juge a décidé que l'ADN prélevé sur la scène du crime était irrecevable. Il a décidé de régler l'affaire à l'amiable plutôt que d'aller jusqu'au procès. Nick rencontre Clyde, qui lui remet des notes qu'il pense être utiles à l'affaire. Nick met les notes de côté et dit que Darby a accepté de témoigner contre Rupert, qui ira dans le couloir de la mort grâce à son témoignage. Darby sera condamné à 5 ans de prison. Clyde, déjà marqué émotionnellement, est incrédule. Il supplie Nick de ne pas accepter le marché, mais la décision a déjà été prise. C'est ainsi que fonctionne le système judiciaire, ce n'est pas ce que vous savez, mais ce que vous pouvez prouver qui compte. Nick dit que c'est une victoire pour eux, comme si on crachait au visage de Clyde. Dans la salle d'audience, tout l'incident est mis en scène comme si Rupert était le principal coupable. Darby se moque tranquillement de la femme de Nick comme si elle était la prochaine et signe l'accord de plaidoyer. À l'extérieur, Nick fait une déclaration à la presse au sujet de la sentence et Darby le remercie sarcastiquement d'être de son côté. C'est bien quand le système fonctionne. Nick regarde de loin, toujours choqué par l'injustice de la situation. Après une dure journée de travail, Nick rentre chez lui auprès de sa femme Kelly, pour se calmer, parle à sa fille dans le ventre de sa femme. 10 ans plus tard, la fille de Nick a grandi, mais il est toujours aussi occupé. Aujourd'hui, Rupert doit être exécuté par injection létale et Nick est présent avec sa collègue Sarah. Il assiste à l'exécution au lieu d'assister à la pièce de théâtre de sa fille. Les derniers mots de Rupert sont qu'il n'est pas responsable de la mort de la famille de Clyde. Cela ne plaît pas à Sarah et à Nick. Rupert se voit injecter 3 drogues, administrées dans un ordre précis. Au lieu de mourir sans douleur, il se met à trembler et à crier de douleur et meurt dans d'atroces souffrances. Un policier arrive et remet au procureur un flacon sur lequel est écrit « Vous ne pouvez pas lutter contre le destin ». Nick reconnaît cette phrase et la police enquête sur Darby pour savoir où il se trouve. Darby, qui sniffe de la farine, lui passe un coup de fil. La voix est étouffée et dit tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Darby devient paranoïaque. La voix lui dit de regarder par la fenêtre. Il voit la police approcher de tous les côtés. Darby se précipite dehors et tire quelques coups de feu sur les voitures de police. Il reçoit un autre appel de la voix étouffée qui lui dit que s'il veut sortir de prison, il doit perdre son arme et se diriger vers l'usine désaffectée. Darby s'exécute. Heureusement, en chemin, il trouve un agent endormi dans sa voiture. Il monte à bord, s'empare de l'arme et le force à conduire. Il s'arrête dans un endroit désert. Darby le sort de là et lui demande de s'agenouiller, mais avant cela, Darby reçoit un appel téléphonique et apprend que son sauveteur n'est autre que Clyde lui-même. Darby tente de l'abattre, mais il s'agit d'un pistolet piégé. Au lieu de cela, on lui injecte un sérum paralysant, mais il reste conscient. En d'autres termes, Darby ne peut pas bouger, mais il ressent tout. Clyde le tient dans son entrepôt et lui dit qu'il va ressentir une douleur qu'il n'a jamais éprouvée auparavant. Il a fait tous les préparatifs nécessaires pour retarder sa mort le plus longtemps possible. Avant que la torture ne commence, Clyde lui dit qu'il sait ce que c'est que d'être impuissant, comme il l'était il y a 10 ans. Il lance l'enregistrement et commence à démembrer Darby. Nick et Sarah discutent de la manipulation de l'injection létale. Nick pense que Darby n'y est pour rien car il n'a pas le cerveau pour le faire. Peu après, la police trouve Darby en 25 morceaux. Ils avertissent Nick de cette vision macabre. Sarah se rend compte que la seule personne ayant un mobile est Clyde. Au cours des dernières années, il a vendu tous ses biens, achetant des propriétés dans des endroits étranges. Il est également le propriétaire de l'entrepôt où Darby a été retrouvé. La brigade de police se rend chez Clyde, qui se déshabille tranquillement lorsqu'elle entend des sirènes. Les policiers encerclent la maison et Clyde les reçoit chaleureusement, mais nu. Il est arrêté et, sur le chemin de sa voiture, lance un regard menaçant à Nick. Chez Clyde, il trouve des livres de droit et un morceau de journal déchiré sur lequel Nick et Darby se serrent la main. Clyde est menotté dans une salle d'interrogatoire de la prison, malheureusement,
ils n'ont aucune preuve contre lui et ne peuvent qu'espérer des aveux. Nick confronte Clyde. Clyde avoue de façon détournée qu'il veut tuer Darby et Rupert et qu'il a longuement réfléchi à la façon de les tuer. Nick prend cela pour un aveu et se dirige vers la sortie, mais Clyde l'arrête, lui expliquant soigneusement la routine quotidienne de Nick et lui disant de s'asseoir, même si Nick dit qu'ils ont terminé. Clyde affirme que tout ce qu'il leur a dit est irrecevable parce qu'il n'a jamais dit directement qu'il avait tué quelqu'un et qu'il sait qu'ils n'ont aucune preuve. Même si Darby a été retrouvé mort dans l'entrepôt de Clyde, ce dernier possède de nombreuses propriétés à travers le pays et peut dire qu'il s'agissait d'un coup monté. Nick dit qu'ils savent qu'il l'a fait, mais que, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on peut prouver. Clyde dit qu'il fera des aveux complets si Nick peut faire quelque chose pour lui. Clyde veut un lit et l'ego de Nick prend le dessus. Jonas, le supérieur de Nick, lui reproche de ne pas avoir accepté le marché. Une confession pour un matelas alors qu'il n'y a aucune preuve, c'est plutôt bien. Clyde obtient le matelas qu'il voulait, quelqu'un lui fait déjà les yeux doux en prison. Il poursuit en disant qu'il a un autre aveu à faire, mais qu'il a besoin de quelque chose en retour. Nick est fatigué d'entendre ces conneries. Clyde dit qu'il veut un steak de 20 os, saignant, et un iPod en prison pour le déjeuner. Avant que Nick ne parte, Clyde lui offre la vie de Bill Reynolds en guise d'aveu. Bill était l'avocat de Darby. Nick revient et Sarah dit que Bill a disparu depuis 3 jours. Clyde s'adresse à la caméra, se tourne vers Nick et lui dit que s'il veut Bill vivant, il doit répondre à ses exigences demain à 13h précises. Le lendemain, le steak est livré à la prison, mais 5 minutes avant 13h, le directeur décide de vérifier à nouveau la situation des procureurs. Lorsqu'ils arrivent chez Clyde avec le repas, ils ont 8 minutes de retard. Cependant, le directeur garde son sang-froid et leur dit où se trouve Bill. Il dit aussi que le rendez-vous de 13h n'était pas pour lui, mais pour Bill, et qu'il ferait mieux de se dépêcher. Nick se précipite dans un hélicoptère et ils se rendent sur le site, tandis que Clyde écoute son iPod et déguste un steak avec son compagnon de cellule, qui venait de le menacer. Les deux hommes deviennent rapidement de bons amis, mais il s'agit d'un coup monté par Clyde, qui voulait le steak. Il met la musique à fond et donne la manette à son compagnon de cellule pour le distraire pendant qu'il le poignarde dans le cou. Les gardiens arrivent dans la cellule de Clyde et le directeur est furieux. Nick a trouvé Bill mort, enterré dans un masque à oxygène. Ils ont mis 15 minutes à arriver de la prison. Si Clyde avait pris son repas à temps, Bill serait encore en vie. Nick reçoit un message de Sarah lui annonçant que Clyde a tué son compagnon de cellule et que le directeur le transfère en isolement. Nick rend visite à Clyde en isolement et lui demande quel est l'intérêt de tuer tous ces gens. Clyde veut que tous les gens soient responsables de leurs actes. Nick et Jonas rencontrent un représentant du gouvernement qui a plus d'informations sur Clyde. Il dit que Clyde est un tacticien et qui tue les gens sans être dans la même pièce qu'eux. Si Clyde est en prison, c'est qu'il voulait y être. Le compagnon de cellule qu'il a tué n'est pas un hasard, c'est un pion qui a été retiré de l'échiquier et qui suggère de chercher la prochaine pièce. L'officier dit à Nick que le seul moyen d'arrêter Clyde est d'entrer dans sa cellule et de lui tirer une balle dans la tête, car sinon il ne pourra pas l'arrêter, puisqu'il vise toutes les personnes impliquées dans l'affaire de sa famille. En partant, il dit « Si Clyde veut ta mort, tu es mort ». Nick rend visite à Clyde dans une salle d'interrogatoire de la prison. Il lui pose des questions sur son complice et sur le but de cette vengeance. Clyde se met en colère parce que Nick n'a pas encore compris de quoi il s'agit. S'il voulait se venger, il aurait massacré sa famille depuis 10 ans. Clyde donne à Nick une dernière chance, le libérer avant 6h du matin où ils mourront tous. Clyde est escorté par quelques gardiens dans l'isolement maximal. Sarah commence à douter de la justesse de sa décision d'accepter l'accord avec Darby. Nick lui assure que oui. L'équipe du procureur reste jusqu'à 6h du matin, puis Nick renvoie tout le monde chez soi pour se reposer. Lorsque Sarah démarre sa voiture, les bombes attachées aux voitures explosent, tuant tout le monde, y compris Sarah. Comme Clyde est toujours emprisonné, Nick est persuadé que quelqu'un l'aide. 6 agents sont tués. Nick envoie sa famille en lieu sûr et appelle cela des vacances. Pas de carte de crédit ni de téléphone portable, rien qui puisse révéler leur emplacement. À son retour, Nick remarque l'article de journal encadré, ce qui signifie que quelqu'un est entré chez lui. Nick reçoit un email du contact de Sarah. Il s'agit d'une propriété achetée par Clyde. Il trouve toutes les propriétés vendues à Philadelphie au cours des 10 dernières années et compare les montants. Nick découvre que Clyde possède un petit garage non loin de la prison. Le détective et lui se rencontrent pour inspecter le garage. Il découvre un trou dans le sol.
Il s'agit d'un tunnel creusé par Clyde qui passe directement sous la prison. Clyde est entré dans toutes les cellules. C'est pourquoi il a tué son compagnon de cellule, c'était son plan depuis le début. Le détective vérifie la cellule de Clyde, mais il n'y est pas. Déguisé en gardien, Clyde réussit à passer la sécurité et à entrer dans l'hôtel de ville par le biais d'un contrôle de lumière. Le détective et Nick découvrent que Clyde a des caméras partout, y compris chez Nick, et une citation de von Clausewitz sur le « centre de gravité », en l'occurrence l'hôtel de ville. Clyde pose une bombe au napalm pour tuer le maire, qui tient bientôt une réunion de sécurité. Nick et le détective arrivent peu après. Par précaution, ils doivent procéder discrètement pour que Clyde ne se rende pas compte qu'ils sont à sa recherche. Ils remarquent le chariot de Clyde au 5e étage, juste en dessous de la salle de conférence. Ils trouvent une valise, qu'ils soupçonnent d'être la bombe. Le technicien en bombe ouvre la valise et explique que la bombe est activée par un téléphone portable et qu'elle peut exploser à tout moment. Des agents qui gardent l'entrepôt de Clyde s'en aperçoivent et préviennent Nick. Clyde se rend à son équipement dans le tunnel et assiste au début de la réunion. Il prend son téléphone portable et monte dans sa cellule. Dans sa cellule, Clyde est surpris par Nick. Il est armé et demande à Clyde de faire ce qu'il faut, en lui donnant un moyen de sortir. Clyde lui demande s'il est là pour conclure un dernier marché. Nick dit qu'il a enfin compris ce que Clyde essayait de lui dire depuis le début, « Je ne fais pas de marché avec les meurtriers ». Clyde dit qu'il est désolé et appelle le numéro. Nick part et dit qu'il a pensé à 25 secondes pour le reste de sa vie alors que l'inspecteur ferme la porte de son tunnel. Nick met la valise avec la bombe sous le lit de Clyde. Il regarde une dernière fois le bracelet de sa fille avant que son portable ne prenne feu et n'explose.